Et salut tout le monde, c'est Amé de Otaku Mangaland, j'espère que vous allez bien même avec ce froid. Je pense que vous avez remarqué que je porte le même chandail que l'alarme du live de mardi parce qu'il fait vraiment froid ici. Fait que je m'excuse pour ça, mais j'ai trop froid. Alors, mais j'ai pas mal de choses pour vous aujourd'hui. Ce qui se passe, en fait, c'est que la semaine dernière, je vous ai dit, hey, j'ai vraiment rien, je suis désolée, tout ça, il n'y a pas de sortie. Puis, en fait, après coup, je me suis aperçue que j'avais oublié plein d'affaires. Fait que j'ai plein de trucs qui datent plutôt de la semaine dernière, mais que je vais pouvoir vous présenter ce soir. Fait que ça nous fait un beau programme. Puis, en plus, ce que vous savez pas, c'est que juste avant de commencer le live, j'ai reçu de la très, très lourde nouveauté. Est-ce que je vous donne un aperçu? Ouais, je vais aller vous la chercher, c'était pas prévu, mais je vais quand même aller vous la chercher. Et voilà ce que j'ai reçu. N'est-ce pas que vous l'attendiez depuis le mois de septembre? Orient, la nouvelle série de l'auteur de Maggie. Alors, elle est arrivée, elle est même pas encore dans mon inventaire, fait que ce sera pour la semaine prochaine pour la présentation, mais ça, c'est un petit avant-goût. Attention, du très très lourd encore. Seven Deadly Sins 39 et 40, même chose, qui avait été super retardé, fait que les deux sont sortis ensemble, fait que quand même plutôt cool. Allo Paolo. Promise Neverland 16, pas mal attendu aussi, et attention, la cerise sur le Sunday, Demon Slayer 9. Enfin, on va pouvoir lire les 10 qu'on a depuis je sais pas combien de temps. Sur ce, sur une note beaucoup plus grave, non c'est pas vrai, allons-y avec les nouveautés de cette semaine. Alors je vais commencer avec deux nouvelles séries d'auteurs connus, à savoir pour commencer Mao. Alors très très attendu Mao, hein, qui est la nouvelle série de Rumiko Takahashi, vous aurez probablement reconnu le trait. Rumiko Takahashi, c'est bien sûr l'auteur de Ranma 1,5, de Maison Ikoku, de Inuyasha, et ben, sa nouvelle série, Mao, est très très dans la veine de Inuyasha ou de Rinne, hein. C'est un peu la nouvelle vibe qu'elle s'est donnée depuis quelques années. Allô Sarah, allô Mathieu, bienvenue. Et donc Mao va nous raconter l'histoire d'une jeune fille qui, en fait, c'est une survivante miracle d'un super grave accident de voiture. En fait, quand elle était petite, elle était avec ses parents en auto devant comme une allée commerciale. Vous savez, les espèces d'allées commerciales qui sont comme qui sont couvertes là, un petit peu comme la Plaza Saint-Hubert, mais c'est comme super populaire au Japon. Fait que, bref, elle passait devant avec ses parents, puis le sol de la chaussée s'est littéralement effondré. Ses deux parents sont décédés dans l'accident, puis elle a survécu, mais elle a comme un blanc de mémoire depuis, puis il lui semble pendant ce blanc de mémoire qu'elle a vu des choses comme vraiment étranges puis surnaturelles. Alors, cette jeune fille a grandi, elle est maintenant au cégep et elle vit avec son grand-père. Et elle va se retrouver un jour, en fait, en repassant sur les lieux de l'accident, plongée dans un monde, en fait, qui se passe dans le médiéval japonais, comme vous pouvez voir ici. Elle se retrouve dans cette espèce de ville où tous les gens ressemblent à des fantômes parce qu'ils sont comme translucides, à part un jeune homme qui va surgir à un moment et qui est notre fameux Mao, accompagné du petit gars que vous voyez juste ici. Alors Mao, c'est un chasseur de yokai et ils vont se faire attaquer par un yokai et ils vont se rendre compte que le sang de notre héroïne est capable de dissoudre complètement les yokai comme de l'acide. Le sang de Mao également a ce pouvoir et donc il comprend que peut-être la jeune fille a les mêmes pouvoirs que lui. Alors, c'est le début d'une histoire où, en fait, notre héroïne a un peu navigué entre son monde, puis ce monde médiéval rempli de yokai, et où elle va partir à la chasse aux démons, afin, en fait, de tout simplement, disons, de se rencontrer elle-même, de découvrir sa véritable nature, de découvrir ce qui a changé en elle lors de cet accident quand elle était petite. Alors, c'est du Rumiko Takahashi tout craché. Allô Dominique. Allô Nicolas, je t'avais pas vu. C'est du Rumiko Takahashi tout craché, hein. C'est juste complètement adorable. On tourne les pages au fur et à mesure, puis on s'en rend même pas compte, avec des monstres qui sont vraiment cool, mais qui en même temps, c'est comme s'ils faisaient peur, puis ils étaient super mignons parce qu'elle n'arrivait pas à dessiner des trucs qui soient vraiment effrayants. C'est comme si elle avait un dessin trop cute, comme, comme lui par exemple, l'espèce de gros ours hyper menaçant, puis hyper dangereux, qui est déguisé en faux policier.
mais qui est juste trop ridicule pour être vraiment méchant. Euh, et que ça se lit super bien. On voit que c'est une auteure qui maîtrise son art. C'est vraiment la reine du shonen. On s'entend que son style est moins rétro que ce que vous pourriez trouver dans d'autres œuvres. Elle s'est modernisée un peu, mais on reste quand même sur un style légèrement rétro. Et honnêtement, c'est un régal. Donc les tomes 1 et le tome 2 sont sortis en même temps. Et je vous conseille vraiment, si vous aimez déjà l'auteur, c'est sûr que vous allez aimer ça. Et si vous ne connaissez pas encore, c'est vraiment une bonne porte d'entrée parce que on est sur des styles, comme je disais, un petit peu moins rétro que ce qui peut se faire sur Inuyasha ou même encore pire sur Ranma 1-2. Donc c'était Mao. Je continue avec donc un autre, alors c'est complètement différent comme style, mais par contre c'est encore une auteure connue, c'est Emma Toyama qui nous sort Vampire Dormitory. Emma Toyama c'est l'auteur notamment de Love Mission, ça c'est son plus connu, mais alors elle en a fait plein d'autres, c'est une auteure qui est très très productive. Vampire Dormitory raconte l'histoire d'une jeune fille qui est orpheline, elle s'appelle Mito, tiens encore une orpheline d'ailleurs. Elle s'appelle Mito et cette jeune orpheline, en fait, le problème c'est que en même temps que ses parents ont décédé, ils l'ont laissée sans le sou, mais alors totalement, ce qui fait qu'elle vit carrément dans la rue, elle est pratiquement itinérante, puis là elle vit de petites jobbings qu'elle enchaîne, dans lesquelles elle se plaît pas vraiment, puis elle reste pas longtemps. Euh, et en fait, pour se protéger elle-même, elle s'est travestie, elle s'habille en gars en fait, pour éviter d'avoir des problèmes quand elle dort dans la rue. Alors voilà un petit peu à quoi elle ressemble en tant que gars. Faut avouer qu'elle a plutôt la classe quand même. Et donc, un jour où elle se cherche une énième job, elle entre dans un café qui s'appelle La Fraise, qui est comme hyper luxueux. C'est l'image que vous allez pouvoir voir ici, avec tous les gars habillés comme des butlers, super cute. Et là, elle est comme, oh my god, ça va être le rêve cette job-là. Ce qui va se passer, c'est que elle va bousculer quelqu'un, se couper le doigt et se mettre à saigner. Et un des serveurs va comme sucer le sang de sa plaie, puis on va découvrir rapidement que c'est un vampire. Et que, en fait, la plupart des gars qui travaillent ce, dans ce café sont des vampires. Ce vampire, qui va devenir notre personnage secondaire, il n'aime pas, il a besoin de sang, mais en même temps, il n'aime pas sucer le sang des filles. Et pensant que notre héroïne est un gars, il va vouloir l'adopter comme son pourvoyeur de sang. Alors, il va lui demander de rester avec lui et puis de lui fournir du sang à tous les jours, en échange de quoi il va la loger, la nourrir, puis lui donner la possibilité d'aller à l'école, ce qui pour elle est pas mal une belle ascension sur l'échelle sociale. Donc, elle va accepter. Et en même temps, elle va aussi rencontrer un autre gars qui tourne un petit peu autour de toute cette gang-là, mais qui lui est un humain et qui va percer un peu son secret à jour et qui va lui faire comprendre que c'est super dangereux de passer un pacte avec un vampire, qu'elle va pas s'en tirer de même. Donc, on s'attend à un triangle amoureux bien classique, comme Emma Toyama sait si bien les faire. C'est une auteure qui sait toujours mettre un petit côté un peu sulfureux dans ses shoujo, hein, qui soit réaliste ou fantastique, dans ce cas présent. Mais et si on aime ce style un petit peu, comme je dis, un peu sulfureux, ça reste quand même du tout public. Si on aime ce style-là, c'est une auteure qui excelle vraiment dans son art. Donc voilà, pour les amateurs du style, c'est très très bien fait. Donc c'est Vampire Dormitory. Bonsoir Robin. Alors, après ces deux monstres quand même du manga, deux petites apartés sur en fait des petites nouveautés qui sont arrivées, mais plus crafty. Alors, j'ai ma jolie papeterie kawaii, c'est un espèce de petit coffret vraiment pour les enfants, avec comme de la papeterie, des post-it mignons, des petits crayons, il y a du papier à lettres, il y a des trucs pour colorier. Vous voyez rien en fait, hein. J'ai l'impression que vous voyez, mais vous voyez rien du tout. Donc voilà, c'est très mignon. On s'appelle Ma Jolie Papeterie Kawaii. Puis vous remarquerez que, petit fun fact, l'éditeur a fait une faute sur Kawaii, fait que je me suis permis de la corriger dans notre inventaire. Donc quand vous le verrez sur notre site internet ou quoi que ce soit, si vous passez sur notre blog, vous verrez que j'ai corrigé la faute parce que ça m'a énervé. Donc c'est petite aparté crafty. Puis l'autre aparté crafty, alors là, j'ai vraiment capoté dessus. Si j'avais le temps de dessiner, je pense que je me l'achèterais. Ça s'appelle Dessiner des animaux super mignons.
Puis alors, plus mignon, tu meurs. Alors là, pour le coup, ils sont vraiment, vraiment très, très cute. Alors, un écureuil volant. Voilà, un écureuil volant. Ah, elle est où mon écureuil volant? Je le vois pas. Il est là, mon écureuil volant. Vous avez, je sais plus, voilà, une petite chèvre, un petit, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des renards, des choses comme ça. C'est des animaux vraiment de style réaliste, mais dessinés de façon super cute. Un lion super cute, voilà. Fait que pour apprendre, c'est vraiment très difficile à vous montrer par contre. Pour apprendre à dessiner les animaux, c'est pas mal cool. Et ça m'a permis de savoir que, parce que c'est un auteur japonais évidemment, et donc ça m'a permis de comprendre que les Japonais trouvaient que la moufette était un animal cute. Alors je sais pas dans quel monde ils vivent, mais probablement qu'ils en ont pas chez eux. Donc ça c'est dessiner des animaux super mignons. Ça c'était ma petite aparté. J'ai aussi reçu 2 light novels. L'adaptation en light novel de 5 cm par seconde, le magnifique film de Makoto Shinkai, qui avait déjà été adapté en une mini-série de 2 volumes manga. Donc cette fois, c'est l'adaptation light novel. Puis c'est vraiment de la romance shonen. Et pour la petite histoire, ceux qui ne connaîtraient pas encore le film, d'où vient le titre, ce titre assez étrange, il paraîtrait que 5 cm par seconde, c'est la vitesse à laquelle tombent les pétales de cerisier lors de la floraison des fameux cerisiers, des sakura, les fameux cerisiers roses japonais. Donc un titre très très cute. Et mon autre light novel, c'est Assassin's Creed The Mean Storm. Donc basé sur China Chronicle, si je me rappelle bien. Je ne suis pas une pro de toutes les sortes d'Assassin's Creed, mais voilà, une petite adaptation light novel. Ça c'est un premier volume, donc c'est pas un one shot, ça va être une série, probablement une série pas très longue, qui se passe en Chine avec une gang d'assassins chinois. Voilà. Nicolas, tu dis dans Bambi, Fleur la moufette est très cute. Ben, je me rappelais pas qu'il y avait une moufette dans Bambi. Mais oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis, je vois comment elle effectivement était cute. On revient sur du manga un peu plus classique avec Ashidaka, qui est un shonen très très action dans un univers steampunk. Donc c'est Ashidaka de Iron Hero, le titre exact. Et c'est un monde en fait dans lequel il y a des humains qui apparaissent en fait avec plusieurs bras. Ils ont comme des bras mécaniques qui leur poussent dans le dos. Alors la plupart des humains ont 2 bras mécaniques, mais il y en a certains qui naissent avec des malformations, enfin ce qu'on considère comme des malformations, et ils ont plus que 2 bras. Ça peut aller jusqu'à 8 bras éventuellement. Voilà un petit peu à quoi ressemble le style de dessin, c'est tout dessiné à la main, c'est super beau. Et donc notre héros est un de ces personnes qui sont considérées comme mal formées et qui a lui-même 8 bras. Il est passionné par la réparation, l'entretien de ses bras, puis l'amélioration de ses bras, et qui récupère toutes sortes de pièces mécaniques. Et un jour, il va y avoir une espèce d'énorme tremblement de terre et un gigantesque... ça ressemble à une espèce de scolopendre gigantesque, c'est assez dégueulasse en fait. Cette espèce de scolopendre gigantesque avec 1000 bras, il est réputé pour avoir 1000 bras, sort en fait littéralement de terre, provoque comme une espèce d'éruption volcanique et se met à comme détruire tous les habitants, détruire toute la ville. Et donc lui, il va en fait essayer de sauver sa maman. Et ça va être le début d'une aventure où en fait le scolopendre va juste replonger dans la terre et lui il va essayer de chercher à venger ses proches. Donc c'est une prémisse assez classique, mais au niveau de l'ambiance steampunk c'est très très bien rendu. Comme je disais, au niveau des dessins aussi c'est super bien fait. Il y a très peu de trames, c'est quand même beaucoup dessiné à la main, un peu dans le style de Black Torch ou Hard Gear, ce genre là. T'as pas trop eu le temps de voir, Mathieu. Attends, excuse-moi, je vais trop vite. Je vais me poser un peu plus. Voilà, vous allez voir mieux le style de dessin. Entre-temps, j'en profite, Mathieu, tu demandais est-ce que le light novel de Assassin's Creed est en anglais? Non, il est en français. Je ne l'ai pas vu en anglais encore. Je vous remontre le scolopendre géant, cette magnifique créature sortie tout droit des enfers. Alors, il semblerait que cette créature est un... Je vais vous montrer les bras aussi. Il semblerait que cette créature est un ancien dieu. Alors, c'est le démon aux 100 bras d'acier. Le voici. Qui avait détruit le monde, qui avait été enfermé, selon la légende, et qui, tout d'un coup, ressurgit. Est-ce que j'ai d'autres images? J'essaye de calmer, sinon je vais trop vite, puis vous voyez rien. C'est plate quand même. Voilà.
Alors, ce qui est cool pour Ashidaka, c'est que vous avez aussi une édition collector qui est sortie. Euh, Cette édition collector, elle est dans un coffret que je pourrais pas vous montrer, mais je pense qu'il y a un unboxing qui a été publié sur Facebook il y a quelques temps ou qui va être publié. C'est vraiment un coffret complètement en métal. Alors, écoutez le son que ça fait. C'est vraiment tout en métal, c'est vraiment cool. Dedans, vous avez le livre, vous avez des petites cartes à collectionner qui sont super belles avec comme des sketchs de l'auteur. Et puis, vous avez un petit porte-clés à Shidaka avec un mini tournevis en croix qui est quand même assez cute. Fait que j'ai beaucoup aimé le coffret collector. Je suis désolée si je monte les trucs dans le champ, mais c'est juste que ça inverse l'image, fait que je suis toute mêlée. Donc voilà, Ashidaka, The Iron Hero, Shonen, Steampunk, avec sa version collector sortie également. Je continue avec un seinen de vraiment découverte de la culture japonaise. Ça s'appelle Touiller le Miso et c'est par Florent Chavoué qui est un artiste français qui a déjà fait plusieurs livres sur le Japon que j'ai dans ma bibliothèque personnelle qui sont toujours magnifiquement illustrés et qui en fait nous racontent à chacune de ses œuvres, il nous raconte ses voyages au Japon. Alors l'édition est super belle. Donc vous voyez ici on a une page de couverture mais quand on ouvre on a une deuxième de couverture qui est illustrée, puis vous voyez, là, c'est pas relié en fait. Ici, c'est comme relié, comme un ancien livre, si vous voulez, avec des petits, comme avec de la ficelle et tout, c'est vraiment cute. Alors, Florent Chavoué, il nous raconte un de ses voyages où en fait il a été appelé par un ami ou un contact au Japon pour lui dire Hey, tu viendrais-tu boire du saké avec moi au Japon et Florent a dit Ouais, pourquoi pas. Fait que là, il est parti juste pour boire du saké puis découvrir les sortes de saké, en apprendre plus. Puis au passage, il a comme voyagé dans plein d'endroits au Japon, puis il nous raconte des anecdotes. Et en fait, il a décidé d'écrire tout son livre, qui fait quand même un nombre conséquent de pages, parce qu'il fait 200 pages pratiquement. Et bien, ces 200 pages sont écrites entièrement en haïku. Vous savez, c'est ces poèmes japonais avec trois vers. Il nous explique comment est le haïku. Alors, il y a un nombre de syllabes à respecter. Et puis, il dit aussi que pour être un vrai haïku, il faut qu'il y ait que le sujet parle de la saison, d'une des 4 saisons, mais que il trouve cette contrainte assez embêtante en fait, fait qu'il a décidé de ne pas respecter la contrainte des haïkus. je pense qu'au Japon ça passerait pas, mais avec nous c'est vraiment cool. Fait que là il raconte toutes ces anecdotes de voyage sous forme de haïku avec des super belles peintures, dessins, et puis des fois il te met des trucs comme ça, voilà. Il a visité une brasserie de saké. Fait que là, il te raconte toute l'histoire de la brasserie et c'est vraiment cool. Honnêtement, je me suis vraiment éclatée. J'adore ce genre de truc. C'est super beau. T'apprends plein de trucs. Puis en fait, t'as juste une envie, c'est d'aller aux mêmes places que lui, il va. Fait que moi, le jour où on peut revoyager, je prends ça, puis enfin ça plutôt, voilà. Je prends ça avec moi, puis je note toutes les adresses, puis je vais tout visiter et boire du saké partout. Voilà. Donc ça s'appelle Touiller le miso. J'ai maintenant un manga d'horreur, The Devil of the Gods, un titre absolument atroce selon moi. Quand les Français font des titres en anglais, c'est pas toujours réussi. C'est de mieux en mieux, hein, c'était pire avant, mais là celui-là je le trouve particulièrement atroce. Au niveau du titre en tout cas. Alors au niveau de l'histoire, c'est de l'horreur ben classique. Si vous aimez ça, ça va vous plaire, c'est vraiment gore. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui est, en fait, il est aux anges au tout début parce que il est amoureux d'une fille. Cette fille, c'est une prostituée. Il l'a rencontrée parce qu'il a loué ses services. Et puis depuis, il est tombé éperdument amoureux d'elle. Il la fréquente depuis longtemps, puis elle vient d'accepter sa demande en mariage. Fait que là, il est comme vraiment heureux. Sauf que cette fille commence à avoir de plus en plus des absences, puis pendant ces absences, elle a comme des transformations physiques qui s'opèrent sur son corps, qui font un petit peu peur. Elle finit par le mordre, bref, il y a des trucs bizarres. Et ces transformations sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus effrayantes. Et en parallèle de l'histoire de notre héros, il y a comme un massacre de masse qui est perpétré dans le métro à Tokyo par un étranger, un étrange comme meurtrier qui est encapuchonné, dont on voit pas du tout le visage. Et en fait, il se promène avec un long poignard dans le métro, puis il stab absolument tout le monde, puis il fait un massacre énorme. Fait qu'on va suivre ça, on va suivre en fait l'enquête autour de ce massacre, et on va suivre notre héros avec sa blonde qui devient de plus en plus bizarre. Puis notre héros va faire la rencontre d'un prêtre, que vous allez voir ici, et qui est spécialisé, qui est en fait un exorciste.
Et le prêtre va tout simplement lui révéler la triste vérité que sa blonde, sa future femme, est possédée par un démon. Alors je vais essayer de vous montrer des scènes de transformation, mais pas trop intenses, parce qu'il y a peut-être des plus jeunes qui nous regardent. Alors il y a des scènes vraiment gore quand même, fait que je vais essayer de faire ça soft. Donc sa blonde est possédée par un démon, et afin de la sauver, notre héros va suivre le prêtre et essayer de devenir lui-même un exorciste, avec tous les problèmes que ça va pouvoir engendrer. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur une prémisse comme super classique d'horreur, mais quand on aime le style horreur, bah, c'est des choses dont on se lasse pas vraiment. Fait que ça marche quand même super bien. Je vous montre encore deux trois images, mais c'est quand même trash. J'ai vu ça avant de dormir, puis j'étais comme, my god, vais-tu faire des cauchemars? Finalement, non. Voilà, donc c'est The Devil of the Gods, le pire titre ever, mais le manga se lit bien. Je continue avec L'Oxalis et l'or, qui est un manga qu'on vous avait présenté rapidement quand on avait eu le petit extrait gratuit. Alors ça a été recommandé par l'auteur de Golden Kamuy parce que on est un petit peu dans le même type d'univers. Ça parle de la ruée vers l'or et plus précisément c'est quand même vraiment historique de la ruée vers l'or en Californie, donc toute la conquête de l'Ouest américain. Ça commence en Irlande lors de la grande famine, parce qu'il y a eu une famine parce que il y avait eu une maladie sur les plants de patates et tous les plants de patates de l'Irlande avaient comme pourri et il n'y avait, y avait plus de patates à manger. Et comme les Irlandais se nourrissaient presque exclusivement de patates à l'époque, ou en grande partie, eh bien la population et beaucoup de gens sont morts de faim. Et donc pendant cette famine, il y a eu un véritable exode des Irlandais vers les États-Unis en quête éventuellement de trouver de l'or, parce que on disait que quiconque allait là-bas devenait riche. Et ça va être le cas de nos héros. Alors notre héroïne, elle est assez atypique. Elle est pas très, en fait, on n'a pas trop envie de l'aimer. Elle est pas super attachante. Elle est très dure. Elle est pas du tout tournée vers les autres. Elle est très très égoïste. Et en même temps, elle a vécu des choses tellement atroces que tu peux comprendre qu'elle est égoïste aussi là. Euh, Elle va partir avec son meilleur ami, puis disons son serviteur. Et son ami va mourir pendant la traversée, ce qui va encore plus endurcir notre héroïne. Et donc, arrivés en Amérique, évidemment, ils vont débarquer à New York, comme la plupart des immigrants à l'époque. Et ils vont comme arriver dans des conditions absolument atroces, la mort, la maladie, la pauvreté, etc. Les gens qui essayent de les rouler parce qu'il y a tellement d'immigrants qui arrivent qu'ils ne sont plus capables. Et puis, ils essayent juste d'arnaquer les immigrants qui ne savent pas comment ça marche. Euh, donc c'est un manga qui est vraiment à but historique, mais qui n'est pas présenté vraiment comme un manga historique, plus comme une fiction. Ça se lit vraiment bien dans le sens où c'est pas, il y a de l'action, il y a du suspense, etc. Mais c'est sûr que les personnages, on n'a pas vraiment envie de s'y attacher. Alors j'ai pas attaché plus que ça au manga, je vous avoue, bien que j'aime les mangas historiques. Euh, Ça a été recommandé par l'auteur de Golden Kamuy, mais j'ai trouvé que c'était quand même une coche en dessous de Golden Kamuy. Par contre, ça raconte une partie de l'histoire qu'on voit pas souvent dans les mangas. Fait que ça, c'est quand même cool. Puis, on peut s'apercevoir que c'est quand même super bien documenté. Puis alors, il y a un truc qui est vraiment bizarre, c'est que l'héroïne, elle est toujours dessinée avec des spirales dans les yeux. Je vais essayer de vous la montrer sur un gros plan pour que vous la voyez bien. Voilà. Elle a tout le temps, quelles que soient ses émotions, quelle que soit son émotion du moment, elle a comme tout le temps des spirales dans les yeux. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Donc, c'est L'Oxalis et l'or, un petit manga historique. J'ai ensuite un petit truc très cool qui s'appelle Dahlia, artisane magicienne. Euh, c'est comme un isekai dans le sens où l'héroïne va mourir dans les premières pages puis se réincarner dans un autre monde. Mais c'est pas un isekai habituel. En fait, cette fille-là, dans sa première vie, elle, euh, elle a toujours obéi à ce que la société, sa famille, tout ce que les autres lui disaient de faire. Et donc, elle a toujours été assez malheureuse finalement à cause de ça. Et sa job, c'était de vendre des électros. Ça paraît vraiment pas passionnant, puis je pense que ça, c'est pas quelque chose effectivement de très passionnant, mais en tout cas, elle aimait quand même ça. Et ce qui fait que quand elle va se réincarner dans cette nouvelle vie, eh ben, elle va encore avoir les souvenirs de sa précédente vie, et elle va se réincarner dans un monde médiéval, où la magie est omniprésente, et en fait, elle va se souvenir des appareils électroménagers qu'elle vendait
quand elle était dans son ancienne vie, et elle va vouloir les recréer, mais comme sous forme d'objets magiques, afin d'améliorer la vie des habitants de cette époque médiévale. Fait que la première chose qu'elle fait quand elle est petite, elle a comme 6 ans, puis son papa lui montre les premières techniques magiques, puis là elle est comme, ok, je vais faire un sèche-cheveux. Et là, elle commence à construire un sèche-cheveux avec des pierres magiques, puis là son papa l'aide à améliorer les trucs. C'est quand même très très cute en fait. Fait que ça se lit super bien aussi. Ce qui va se passer, c'est que cette fille-là, ah tiens voilà son sèche-cheveux magique. Mais en fait, c'est cute, mais on se demande un peu comment l'auteur a pu avoir une idée pareille. Je sais pas d'où l'auteur a pu sortir un truc pareil, mais je me suis quand même bien amusée à la lecture du tome 1. Alors voilà, la voilà avec son papa en train de manipuler les pierres magiques, puis de les assembler pour faire son sèche-cheveux. Ce qui va se passer, c'est que son père va la marier par mariage arrangé à un jeune homme qui est lui aussi un apprenti en fabrication d'objets magiques. Tout va bien se passer jusqu'au décès du père, où finalement la véritable nature de son mari, du mari de notre héroïne, va se révéler, où il va lui dire en fait finalement j'aime quelqu'un d'autre, puis je veux divorcer, puis by the way j'ai fait tout ce que je pouvais pour te voler tous tes brevets que tu avais déposés, et toute ta fortune m'appartient. Et là, donc notre héroïne va devoir en fait se battre pour récupérer ce qui lui appartient, puis faire valoir ses droits, puis montrer au monde que c'est elle l'inventeuse ou l'inventrice, l'inventeur, on va dire, l'inventeur de tous ces objets magiques. Là, elle est en train de faire un tissu imperméable anti-pluie avec des slimes. C'est quand même assez cute, moi, je trouve. Fait que voilà un petit peu à quoi ça peut ressembler. Il y a cette partie très très cute, la partie toute crafty avec les objets qu'elle va créer, puis la partie avec, voilà, où il va falloir qu'elle soit forte, puis qu'elle se batte contre son ancien mari. Donc ça s'appelle Dahlia, artisane magicienne. Puis mon dernier livre de la soirée, ça va être un autre isekai qui était quand même très attendu, c'est Arifureta. Qui était déjà traduit en anglais, on l'attendait depuis longtemps en français, c'est maintenant chose faite. Donc Arifureta, son sous-titre c'est de 0 à héros, donc on s'entend qu'on est vraiment dans le pur isekai. C'est l'histoire d'un garçon qui a très peu d'amis en fait, il s'entend pas bien avec les gens de sa classe, il est différent, il se sent pas intégré, souvent on se moque de lui parce que il agit pas de la même manière que les autres, fait qu'il est... il a aussi une devise, alors sa devise c'est un semblant de vie entre deux hobbies. Bon, ça n'a pas l'air passionnant, ça, mettons. Et puis un jour, sa classe et lui-même vont se retrouver transportés dans un cercle magique, dans un autre monde, en même temps d'ailleurs que la prof de sport, qui est comme juste complètement hilarante. Alors, je vais vous montrer, voilà, la transformation, le cercle magique, toute la classe se retrouve dans ce cercle et est plongée dans un monde médiéval. Et là, on leur explique, alors cette espèce de vieux sorcier qui ressemble à Gandalf, légèrement, qui est ici, il est où? Il est là, voilà, il est là. Cette espèce de vieux sorcier va leur expliquer que c'est lui puis ses chums qui ont fait en sorte que notre classe d'humains vienne dans ce monde afin de les aider à gagner une guerre contre les sorciers. Et oh, merci Nicolas, inventrice ou inventeresse. Ah, mais alors là, oui, je ne l'aurais pas trouvé. Ok, merci Nicolas d'avoir corrigé mon français. Donc, on veut en fait qu'ils deviennent des héros parce que dans ce monde-là, les humains possèdent des capacités complètement hors normes et sont tous super forts. Donc, on veut qu'ils deviennent des héros afin d'aider les humains de ce monde imaginaire à gagner la guerre contre les sorciers. Et donc, au moment où ils ont été transposés dans ce monde imaginaire, ils ont reçu des aptitudes, des compétences qui sont toutes assez fortes. Alors, ils ont toutes des compétences différentes en fonction de leur physique, en fonction de leurs aptitudes mentales, etc. Donc, ça peut être de la force, ça peut être de la défense, ça peut être de la magie, ça peut être n'importe quoi. Ils ont tous reçu des capacités hors du commun. Et évidemment, notre héros, lui, il a reçu absolument rien. En fait, il est super faible. En fait, il sert à rien, mais
ça c'est ce qu'il croit, parce qu'il a reçu une capacité de synergiste, donc qui lui permet, c'est un peu comme de l'alchimie, ça lui permet de manipuler des objets, en fait de créer des objets magiques, mais ça lui donne pas forcément de force de combat ou de protection ou quoi que ce soit. Donc notre héros va se retrouver encore une fois critiqué par toute sa classe parce que soi-disant il sert à rien, jusqu'au moment donné où il va tomber dans un trou qui a été fait par un démon. Il est le seul à tomber dans ce truc-là, puis il va se retrouver en fait complètement livré à lui-même, à devoir se battre contre des démons qui l'assaillent, et au seuil de la mort, il va devoir se nourrir de chair de démon pour ne pas manger, et c'est à ce moment-là qu'il va comme acquérir des pouvoirs qu'il n'aurait jamais soupçonnés, puis devenir comme ultra fort. Donc comme je disais, un isekai assez classique, qui est très attendu. C'est très bien dessiné. Moi, j'ai vraiment aimé le style de dessin. Vous le voyez, j'essaye de ralentir mon rythme, mais à chaque fois, je suis comme « Ah, ça doit faire assez longtemps », puis finalement, vous n'avez rien vu. Comme je disais, c'est très bien dessiné, avec beaucoup de détails, mais ouais, j'ai vraiment aimé ça. Encore une fois, peu de trame, ce qui fait que ça amène, je trouve que quand il y a moins de trame, ça amène vraiment de la précision au dessin. Hop, cette scène, elle est un peu violente, je ne la montrerai pas à l'écran. Voilà. Vous voyez comme il y a vraiment beaucoup de détails dans les démons et tout ça, c'est vraiment super bien fait. Donc, Arifureta avec l'accent japonais, de Zero à Hero, qui est notre nouveau isekai. Et c'est donc sur cette note isekai, complètement isekai, que je vous laisse sur une belle pile de mangas aujourd'hui. Si je devais élire mon préféré, en fait, je dirais que ce serait probablement, mais je pense que vous l'avez compris, Touiller le Miso, parce que bah, ça fait voyager complètement. Mais si je devais élire, disons, vraiment un vrai manga, mon préféré, ce serait définitivement Mao, parce que vraiment, le style de Rumiko Takahashi est juste inimitable et complètement addictif. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. On se retrouve mardi prochain pour un prochain live, puis jeudi pour toute une autre batch de nouveautés, parce que j'ai encore plein d'autres trucs qui sont arrivés, fait que jeudi prochain, très très bon programme de nouveautés. Merci à tous et à bientôt. Salut!